is being recorded. Yes. Ok, on est bon. Donc, on est aujourd'hui avec Juliette Delucy, qui est avocate en droit à la propriété intellectuelle et particulièrement auprès des créa freelance. Donc là, c'est vraiment, je ne sais pas si vous mesurez à quel point c'est top de l'avoir parmi nous, à quel point c'est précieux, voilà, d'avoir un professionnel du droit qui vraiment connaît bien nos métiers. Je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse se présenter et puis ensuite, on poursuivra. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Du coup, je ne sais pas si, il y a quand même un homme parmi nous. Je suis effectivement avocate en droit de la propriété intellectuelle et notamment en droit d'auteur, plus spécifiquement. Et j'interviens, disons que ma grosse partie de clientèle, ce sont les artistes-auteurs et les freelances créatifs sans le statut forcément artiste-auteur. Je les accompagne pour tout ce qui sera leur cession de droit, enfin en tout cas toute la sécurisation de leur activité juridique et le développement de leur carrière également et la prévention des litiges puisque je fais quelque chose d'un peu particulier, je fais du droit collaboratif. Donc c'est une méthode de règlement des litiges à l'amiable qui permet de travailler beaucoup sur la question des émotions dans les contentieux qui permet de trouver des solutions qui sont pérennes, puisque en fait les deux parties se mettent autour d'une table et règlent leur litige ensemble. Donc c'est vraiment des solutions gagnantes, ce qui permet effectivement de ne pas passer par le juge dans un premier, enfin vraiment pas passer par le juge et de trouver des solutions qui soient le plus confortables pour vous pour la suite. Donc, je pense que Voilà. vous voyez bien pourquoi on s'est bien entendu. Voilà. Moi, j'ai vraiment apprécié cette démarche-là de Juliette en termes de médiation, quoi. Enfin, en tout cas, cet angle-là, je trouve ça vraiment génial. Et ce que j'aime aussi, si tu me permets de compléter, du coup, Juliette, c'est aussi toute la démarche pédagogique que tu mets, enfin, cette intention de dire en fait on va sensibiliser, informer, renseigner pour justement aussi en prévention éviter d'arriver à des litiges. Et donc ça me parle beaucoup aussi et j'espère que ça vous parlera à tous. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, qu'on fait ce live. Bon, je vois que la salle s'est bien remplie, on va vraiment pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, commencer par nous expliquer dans les grandes lignes ce que c'est une session de droit, parce que je pense qu'il y a des niveaux de connaissances sur ce sujet qui sont assez hétéroclites dans la communauté. Donc, je parle des membres qui sont là. Donc, déjà, forcément, c'est qu'ils ont un intérêt. Si, voilà, ils sont intéressés. Donc, c'est déjà bravo à tous ceux qui font cette démarche-là. Et puis, à tous ceux qui vont voir le replay soit parce qu'ils n'étaient pas dispo, soit parce que pour l'instant, ce n'est pas un sujet pour eux, mais peut-être que ça le deviendra, ou ils auront peut-être cette curiosité-là. Du coup, si on repart un peu sur les bases, ce qu'on a à savoir sur la session de droit, voilà, petite présentation. Alors, en fait, tout simplement, une cession de droit, c'est un contrat par lequel l'auteur d'une œuvre transfère tout ou partie de ses droits d'exploitation à un tiers. Vous savez ou pas que du fait de la création naît les droits d'auteur et notamment des droits qu'on appelle patrimoniaux, donc vraiment sur la question de l'exploitation. Donc, ça peut être la représentation, la reproduction, l'adaptation. Est-ce que déjà pour ce premier Dites-nous niveau-là, dans est-ce le, que dites-nous dans le chat. tout le monde sait enfin, à peu près ce que recouvrent les droits d'exploitation ou pas du tout? Je vais faire un petit sondage, ça peut être intéressant. Je vais faire un petit sondage pour savoir qui a déjà fait une session de droit. Bon, visiblement, c'est quand même quelque chose de connu, donc Ouais, c'est je vais vraiment lancer le top. sondage juste pour qu'on ait un peu un ratio. Euh, en- enregistrer et je pense qu'il faut que je fasse lancer. Voilà. Bon, j'ai pas mis le titre comme il faut, mais dites-nous un petit peu pour qu'on sache dans la salle. Euh, bon, une grande majorité quand même pour l'instant, on est sur du 80-20.
combien on est. Alors, j'ai une question pour Marie. Euh, Quand tu dis que tu n'es pas fan du contrat que tu as fait rédiger, donc du coup, tu es passé par un professionnel, et en quoi il est pas, en quoi il te plaît pas? Je serais curieuse de savoir. Moi, désolée, j'ai pas le micro. Moi, j'ai fait rédiger un contrat dans le cadre d'une identité visuelle et logo. Et la personne avec qui j'ai fait le contrat, qui était une avocate, n'a pris le point que du logo. Et je me sentais pas tellement comprise sur le fait que j'avais besoin de protéger aussi le reste de ma prestation. Donc, Ok. j'ai un contrat de cession des droits qui protège que mon logo. Et moi, je suis un peu embêtée parce que j'aime bien avoir quelque chose d'un peu plus versatile, quoi. Voilà. Ouais, de plus global sur l'identité visuelle, en Oui, fait. c'est ça. Parce que j'imagine que sur l'identité visuelle, il y avait aussi la question des typos et autres particularités. Oui, enfin, parfois, il y a des systèmes, il y a des choses comme ça, quoi. Donc, Mm. Ouais, bah voilà, l'idée c'est d'avoir, c'est un exemple assez parlant, mais c'est d'avoir un contrat de cession qui soit, enfin, qui prenne vraiment en compte tous les tenants et les aboutissants de la création. Et donc, effectivement, il faut préciser dans le contrat l'étendue des droits cédés. Donc là encore, c'est par rapport aux droits d'exploitation. Donc, quelles sont les utilisations en fait très concrètes hein, qui seront faites par votre contractant. La durée de la cession, évidemment. Le territoire. Donc généralement, c'est des sessions monde aujourd'hui, puisqu'il y aura quand même beaucoup d'utilisation, notamment sur les réseaux sociaux et sur les sites internet qui sont pas, enfin voilà, qui sont accessibles partout dans le monde. La finalité de l'exploitation, donc ça, ce sera toutes les utilisations. Les conditions financières, que ce soit à titre gratuit ou à titre payant. Moi, je recommande toujours une session à titre payant, mais là encore, on a fait une vidéo avec Marlène sur cette Oui. question-là des sessions à titre gratuit. Ouais, je vais faire un mail. Tous ceux qui ont suivi la formation sur les tarifs, dans le module sur les droits d'auteur, on a rajouté une vidéo justement avec Juliette pour tous les cas un peu spécifiques de gratuité, de cession ou d'intégration au forfait ou de gestes commerciaux liés à la cession. Je referai un mail pour vraiment que vous puissiez aller voir, mais c'est déjà disponible dans votre espace de formation. Et juste, ça me permet, là, j'ai la parole, j'en profite, pour souligner un point dans ce que tu as dit enfin, qui est super important suite à ce que Marie a précisé, c'est que on n'est pas sur quelque chose finalement de juste de un modèle type que j'ai pu prendre sur Internet ou quoi, c'est que on va faire chaque session en fonction déjà du créa, de voilà qui est concerné, qu'est-ce qu'il fait comme prestation, comme œuvre, etc. Et puis ensuite, après, en fonction du type de client, on va aussi adapter à l'usage vraiment, etc. Donc, euh, comprendre la dynamique et la logique, c'est super important, mais après, il faut vraiment se pencher sur chaque cas quoi, pour faire les choses quand même bien, quoi, bien réfléchir à l'usage qui est nécessaire et tout ça. Enfin, voilà, ce petit truc sur lequel je voulais un peu appuyer parce que je pense que c'est important de l'avoir en tête, que c'est pas anodin, quoi. Donc, c'est important de bien le réfléchir. Moi, je pense qu'en fait, il y a, même pour rebondir sur ce que tu dis, il y a deux choses. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a des travaux, évidemment. On t'entend bien, on n'entend pas les travaux, pour ma part en tout cas. Attends. C'est que avant même de passer par un contrat de cession, il faut quand même pouvoir comprendre exactement quels sont les besoins du client, ce que vous faites de manière, je pense, assez précise. Alors, attendez, juste un instant. Moi, j'en profite pour dire que j'ai peut-être un livreur qui va arriver pendant le live, j'espère pas, mais comme je dois lui donner un code, dans ces cas-là, je vous laisserai continuer avec Juliette le temps que j'aille lui donner mon code et récupérer mon colis. Et, Donc, en fait, ils ont décidé aujourd'hui, évidemment, de aspirer les feuilles. en fait, ils veulent participer, c'est ça. Ils veulent se manifester. Ça les intéresse, la session de droit. Bon. J'espère que ça va pas vous gêner trop. Mais en tout cas, pour ce qui est du contrat de cession, pour le préparer en amont, c'est clair qu'il faut bien comprendre quels seront enfin voilà, de quoi le client a besoin, qu'est-ce qu'il va faire effectivement de manière très concrète avec la création, pouvoir après adapter le contrat de cession au mieux à ses besoins. Ce qui me permet aussi enfin, j'imagine que vous savez que en miroir des droits patrimoniaux, il y a aussi l'existence de droits moraux.
qui pour le coup, eux, sont incessibles, imprescriptibles. Enfin, vraiment, ils restent dans votre escarcelle d'une certaine manière jusqu'à la fin de votre vie et même au-delà, puisque ça se transmet à vos ayants droit, donc à vos héritiers. Et je pense notamment au fait que tout auteur a le droit à la mention de son nom, qui doit être enfin, voilà, qui doit apparaître de manière apparente sur les reproductions ou les représentations. Alors parfois, techniquement, c'est pas forcément possible, mais il y a des manières de promouvoir son travail, enfin, votre travail en l'occurrence, autrement. Notamment, je pense à des posts sur les réseaux sociaux ou autres. Et ça peut vraiment rentrer dans le contrat de cession et le faire apparaître. C'est aussi une manière de responsabiliser les co-contractants sur les droits moraux de l'auteur. Et la question des fichiers sources, mais ça, je pense que c'est aussi une question que vous avez dû aborder avec Marlène, mais jamais de cession. En fait, les fichiers sources, on les considère comme le support matériel de l'œuvre, et le support matériel de l'œuvre dans la loi, il ne peut être, enfin, comment la personne qui utilise vos droits patrimoniaux ne s'approprie pas le matériel, en fait, le support matériel. Donc, si vous voulez le céder, il faudra pouvoir le monnayer aussi. Ce que j'aime bien, l'analogie que j'aime bien donner pour qu'on comprenne ça, c'est que quand on va au resto, on n'a pas besoin d'avoir la recette pour savourer le plat. Et avoir la recette, c'est autre chose, quoi. Le chef, s'il devait nous vendre la recette, je pense que ça serait précieux pour lui et qu'il ne dirait pas, bah, c'est compris dans le menu. Donc, il y a voilà, ce parallèle-là, de comprendre que c'est vraiment deux choses dissociées, quoi. En fait, il faut comprendre que la cession de droit, enfin, c'est un terme un peu particulier parce qu'on a l'impression qu'on vend quelque chose, mais en réalité, ça relève plus de la licence d'une certaine manière, comme quelque chose qu'on paye régulièrement pour pouvoir utiliser. Je vois bien hein, vos questions dans le chat. On reprendra aussi un peu vers la fin pour qu'on avance un peu dans le déroulé du live, parce que sinon ça pourrait être juste un live de questions-réponses, qui serait top aussi. Mais on avait des choses qu'on avait prévu de vous partager avec Juliette. Donc on avance un peu. Si au fil de l'eau, vous voyez qu'on n'a toujours pas répondu à la question, vous pourrez la reposer, bien sûr, comme ça on l'adressera à Juliette. Après, elle ne pourra pas vous répondre sur tout, parce que là, on va rester sur des généralités aussi et des cas particuliers. Et j'en profite juste pour dire que si vous avez besoin d'un regard ou d'un audit ou qu'elle vous aide vraiment sur votre cas pratique, elle a eu la gentillesse de nous réserver quelque chose de privilégié pour les membres de la communauté. Donc juste pour nous, vous retrouverez ça dans les bons plans, je le, je le mettrai à part. Donc c'est un cadeau qu'elle vous offre, sachant que voilà, sa profession ne lui permet pas de faire des promos, des réductions tarifaires, tout ça. Donc on a réfléchi à comment quoi vous offrir quand même en bonus pour que vous ayez une offre privilégiée. Donc ça, je le posterai après. Donc pour tout ce qui est un peu vraiment cas privilégié, cas pratique, enfin situation particulière, quoi. Vous pourrez, si vous le souhaitez, faire appel à Juliette. Là, nous, on va continuer de dérouler. Donc déjà, super, merci pour toutes ces précisions. Est-ce que pour ceux pour qui c'était un petit peu flou, ces histoires de droit, enfin en tout cas de cession, tout ça, est-ce que c'est un peu plus clair? Déjà, vous pouvez nous dire un petit peu si Et oui, Bruno, elle peut t'aider pour le vol des images. C'est justement, ça fait partie des, entre guillemets, conflits qu'on peut rencontrer quand les choses n'ont pas forcément été faites comme il faut, ou même si elles ont été faites comme il faut, mais qu'on ne sait pas comment réagir à la situation. Justement, ça nous amène, très bonne transition, merci Bruno, ça nous amène à un autre, enfin, un sujet complémentaire qu'on voulait aborder, qui est vraiment bien comprendre pourquoi c'est important de faire une session, qu'elle soit gratuite ou payante au final, mais déjà, rien que le fait d'avoir fait une session, voilà, pourquoi c'est important. Tu peux nous éclairer là-dessus? En fait, en premier lieu, elle vous sécurise juridiquement, c'est-à-dire qu'elle sécurise l'utilisation de la création. On sait enfin, dans quelles conditions ça a été cédé, pour combien de temps, pour quel support. Enfin, voilà. Donc, il y a quelque chose de très formel, enfin, de très formalisé, qui permet de suivre le travail sur le long terme. D'autre part, ça définit effectivement clairement les droits et les obligations de chacune des parties.
Et ça, c'est toujours appréciable de savoir exactement qu'est-ce que vous devez faire ou ne pas faire, et ce que le client doit faire ou ne pas faire. Et par ailleurs, ça évite effectivement les conflits sur l'utilisation des œuvres. Je pense notamment au dépassement de contrat ou les utilisations non autorisées. Et finalement, c'est vraiment un outil de protection tant pour vous que pour l'utilisateur final de la création. Donc, c'est vraiment un outil de responsabilisation, notamment pour les clients. Puis ça peut être aussi un outil de pédagogie parce que tout le monde n'est pas sensibilisé aux questions de droit d'auteur. Pour autant, ça reste en fait la base de votre travail au quotidien. Et encore plus si vous êtes un artiste-auteur, puisque vous êtes censé vendre Un droit d'auteur. principalement du droit d'auteur. Mais en même temps, en tant que micro-entrepreneur ou quel que soit votre statut, du moment où vous créez quelque chose, bah, vous en êtes l'auteur, quoi. Il y a vraiment, hein, je ne dis pas de bêtises, Juliette. Donc enfin, ça concerne tout le monde, quoi. À partir du moment où vous faites de la créa, ça ne vous concerne pas si vous faites juste de l'exé ou si vous faites juste du dev web sans créa. Mais pour tout le reste, dès qu'il y a créa, il y a droit d'auteur. Justement, tu parlais des cas qui pouvaient se produire. Donc, tu as listé là rapidement le dépassement de session, utilisation non autorisée. J'ajouterais aussi contrefaçon, sans qu'il y ait une session préétablie, par exemple. Est-ce que tu peux juste nous expliquer un petit peu ce qu'on entend par chacun de ces termes? Comme ça, c'est bien clair pour tout le monde. Ouais. Alors déjà, en premier lieu, quoi que ça soit, ça sera de la contrefaçon parce que les litiges en droit d'auteur, de toute façon, ça relèvera du contentieux de la contrefaçon. On parle de contrefaçon, on parle pas de plagiat. Le plagiat, c'est vraiment une déformation, je pense, journalistique en premier lieu. Nous, vraiment, en termes juridiques, ce qui se passe quand il y a un dépassement de session, une utilisation non autorisée, c'est de la contrefaçon. Faut pas avoir peur des mots, hein. Vraiment, la contrefaçon, c'est pas quelque chose de... Enfin, généralement, dans l'imaginaire collectif, on pense plutôt à la contrefaçon de masse, donc des sacs de marque de luxe qui seraient contrefaites à l'étranger et ramenés en France. Mais en réalité, la contrefaçon, ça peut être simplement une utilisation non autorisée, c'est-à-dire bah, vous avez cédé je sais pas, vous avez cédé vos droits pour reproduire votre illustration sur 100 supports et finalement il y en a eu 200 qui ont été reproduites, bah, les 100 de dépassement, ça reste de la contrefaçon finalement. Donc, le dépassement de session, donc ça peut être les utilisations au-delà des limites convenues, que ce soit en termes de durée, de territoire, de support. Ça peut être de l'utilisation non autorisée, donc vraiment l'exploitation enfin, sans accord préalable avec vous. Et la contrefaçon sans session préétablie, donc la reproduction ou la diffusion, enfin reproduction, représentation, adaptation sans contrat faite par quelqu'un qui est totalement extérieur à vous et avec laquelle vous n'avez absolument aucun lien contractuel. Quelqu'un qui aurait trouvé ça chouette, par exemple, sur votre compte Insta et qui aurait Ouais. repris. Et ça, Ouais. ça, je peux témoigner que j'ai pas mal d'anecdotes là-dessus, notamment parce que via les réseaux sociaux, parfois les œuvres se retrouvent sur d'autres, enfin voilà, sont accessibles sur Google Images assez facilement. Et les personnes ne font pas forcément Se attention. servent, en fait, ouais. Ouais, complètement. Et font pas du tout de recherche sur la paternité des œuvres, hein, finalement. On a deux questions que ça pourrait être peut-être intéressant d'évoquer maintenant. On a Bruno qui nous dit je fais une cession de droit dans un contrat. Le design est représenté dans le contrat en plus de la cession de mes droits. S'il fallait faire une recherche d'antériorité par rapport au design pour être sûr que je n'ai pas fait de plagiat, donc pas de contrefaçon, si on prend les bons mots, et si le logo, sa symbolique par exemple, alors je pense qu'il manque peut-être la fin de ta phrase à ce moment-là, il dit comment cela se ferait. Donc, je ne sais pas si la question est suffisamment claire pour toi, Juliette. Ouais, alors moi dans les contrats de cession de droit, de toute façon, enfin et tout ce que j'ai pu voir et lire dans tous les domaines enfin, confondus, vous êtes quand même tenu avant de fournir la moindre création, à vous-même faire des recherches enfin voilà, vous allez créer quelque chose, mais vous allez probablement, parce que vous l'avez vu passer ailleurs, S'inspirer, ouais. voilà, vous allez vous inspirer de choses qui ont été peut-être déjà faites.
il y a toujours, enfin, normalement, enfin, le co-contractant se dégage de la responsabilité de vos inspirations passées. Donc l'idée, c'est pas de... Enfin, il faut pas non plus être complètement bloqué par rapport à la création parce qu'effectivement, on vit tous dans un monde d'images et on peut avoir il y a une sorte de domaine d'inspiration qui est très large. Donc, normalement, c'est à vous de faire les recherches d'antériorité sur ce que vous utilisez dans vos créations. Maintenant, voilà, c'est Et donc, il précise. il n'y a pas quelque chose, enfin, il n'y a pas un. Enfin, si, la seule possibilité qu'on fait, notamment pour les dépôts de marque, c'est de faire des recherches d'antériorité très particulières sur des logiciels que nous avons en tant que conseil en propriété intellectuelle, qui ne sont pas forcément accessibles pour le grand public. Mais ça ne reste que par rapport aux marques qui ont été déposées dans certains pays préalablement. Et Bruno précise que oui, c'est marqué dans le contrat qu'il a tous les droits d'image de son côté. Ouais. Mais ça, et même d'ailleurs, moi ce que je conseille aussi, parce que parfois les clients viennent avec eux-mêmes leur banque d'inspiration d'une certaine manière. Parfois ils veulent absolument que telle ou telle symbolique soit vraiment présente, de toujours aussi se dégager de la responsabilité par rapport à ce qui sera apporté par votre client. Que lui-même ait bien fait les recherches en amont avant de vous demander de les inclure dans vos créations. Parce que dans les dossiers de contrefaçon, quand on assigne en justice, on assigne tout le monde, donc enfin, que ce soit le client ou le créateur. Ouais, c'est bon à savoir ça. On avait Bérangère aussi qui nous demande, elle dit, j'ai beaucoup de mal à le faire comprendre sur la créa de site internet. Donc ça, c'était quand on parlait justement de la cession de droit et enfin, tout à l'heure, quoi, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, elle a du mal à faire comprendre l'aspect créatif, je pense en tout cas, le fait qu'il y ait du droit d'auteur sur la création de site internet. Euh, Alors, c'est un contentieux particulier, hein, les sites internet, c'est pas. Enfin, ça, vraiment, ça dépend des situations que je peux pas vraiment m'avancer sur la question. Parce qu'effectivement, il y aura des éléments vraiment créatifs qui relèvent du droit d'auteur, mais il y aura aussi des éléments qui relèvent d'autres droits. Donc ça, par contre, c'est vraiment du cas par cas. Enfin, c'est un contentieux particulier. Ok. Et on a Frédéric qui demande se dégager de la responsabilité. Quand tu dis ça, ça voulait dire quoi concrètement Bah, en fait, concernant justement les visuels que le client veut utiliser? En fait, c'est une clause hein, qu'on ajoute dans les contrats qui prévoit que le créateur, enfin voilà, plutôt que le client est responsable entièrement des images, je sais pas, des images, des typographies ou autres qu'il fournit, et que le créateur enfin sa responsabilité pourrait pas être engagée si un contentieux venait à survenir sur ces éléments-là. Donc ça, c'est des clauses hein, enfin, qui sont vraiment incluses dans les contrats. Une question intéressante de Carole. Moi, je peux déjà te dire, la réponse est non, Carole, mais Juliette pourra t'expliquer mieux. Elle dit, publier ses œuvres sur les réseaux sociaux nous expose à la contrefaçon ou à une utilisation non autorisée. De fait, est-ce qu'en mettant nos dessins sur les réseaux sociaux, on cède de fait nos droits? Donc non. Mm. Non, mais c'est une question en fait, c'est une question qui se pose depuis le début, notamment sur Instagram, parce que en utilisant le service, en fait, vous acceptez des conditions générales d'utilisation. Et dedans, c'est clair qu'il y a, enfin, voilà, il y aurait beaucoup à dire sur les réseaux sociaux, mais effectivement, non, vous ne cédez pas vos droits. Enfin, en fait, il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de droits qui sont cédés de fait, de toute façon. Les droits, ils sont cédés via un contrat, quoi. Il n'y a pas de... Mais c'est des questions qui agitent beaucoup les avocats enfin, en propriété intellectuelle et puis après au niveau européen aussi, les différents travaux de la Commission européenne en particulier, SIA-T-E-L, notamment sur les questions d'IA. Parce que pareil, quand vous utilisez des logiciels d'intelligence artificielle générative, il y a enfin, l'IA, elle ne travaille pas toute seule, quoi. Elle travaille avec Elle est des entraînée sur d'autres... Ouais, elle est entrée sur des images qu'elle trouve sur Internet. Donc c'est pareil, est-ce que enfin, la clause d'opt-out est aussi intéressante à faire valoir? Mais c'est vrai que ce sont des questions qui sont assez non seulement pointues,
mais très intéressante. Mais de toute évidence, si vous voyez qu'un travail que vous avez fait pour un client est utilisé sur les réseaux sociaux, par contre, là, oui, il y a un réel dépassement de contrat. Top. Je vois qu'il y a encore plein de questions, mais on se fera un petit temps de questions-réponses par la suite. On arrive un peu à la partie. Alors, du coup, est-ce que pour les différents cas, dépassement de session, on a précisé, du coup, c'est quand cette histoire, par exemple, il y en avait prévu 100 et puis il y en a 200, donc on est dans de la dépassement. Utilisation non autorisée, ça peut être sur le support qui n'est pas celui autorisé, ce genre de truc-là. Contrefaçon sans session préétablie, bah, c'est qu'il n'y a pas eu de session et que la personne a utilisé, quoi. Enfin, si je résume, c'est... Ça, c'est du délict. En fait, il y a deux aspects. Il y a du contractuel et du délictuel. Contractuel, c'est si vous avez, enfin, si la personne qui a dépassé le contrat ou a fait des utilisations qui n'étaient pas prévues par le contrat, ça sera de la contrefaçon contractuelle, quoi, d'une certaine manière. Et délictuel, c'est quand vous n'avez absolument aucun lien Oui, contractuel avec la personne qui a utilisé vos créations. top. On arrive à la partie un peu croustillante du live. Euh, on s'est dit que ça serait plus parlant peut-être pour vous, et puis c'est un petit côté gossip aussi, d'avoir un peu des exemples concrets avec des anecdotes que Juliette peut nous partager sur des cas qu'elle a eu, donc bon, en restant confidentielle sur, bien sûr, tout ce qui doit rester confidentiel, mais voilà, qu'on puisse voir un peu à la fois ce qui s'est passé, et quel était le problème juridique en cause, la situation, etc., mais qu'on puisse voir aussi les répercussions émotionnelles sur chacune des parties, parce que c'est aussi ça qui fait que d'un petit élément, ça monte en épingle et ça devient un drama et quelque chose de très difficile à vivre. Et puis, pour les cas qui sont déjà réglés, comme ça, elle pourra aussi vous dire comment ça a pu être solutionné à l'amiable, parce que comme elle le disait, Juliette, tout à l'heure dans sa présentation, elle, son but, c'est de ne pas aller au tribunal, c'est de résoudre par de la médiation, par de l'écoute et voilà, de la discussion, de résoudre les litiges à l'amiable. C'est plus sympa et c'est moins coûteux aussi, hein, faut le dire, on s'épargne bien des frais, donc c'est plutôt cool. En Euh, fait, je voulais préciser sur pourquoi je fais ça comme ça. Je ne sais pas si enfin, je pense que vous pouvez l'imaginer, mais pas forcément enfin, voilà, le mesurer. ouais, le mesurer vraiment, c'est qu'en fait, le droit d'auteur, c'est vraiment quelque chose de particulier dans la loi, dans la mesure où, en fait, ce sont des droits qui sont dus euh, par la création. Et en fait, dans la création, on mesure l'originalité sur l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Et déjà, empreinte de la personnalité, ça donne déjà le ton de ce qui va se passer aussi dans l'aspect créatif, c'est-à-dire que vraiment, vous allez donner de vous, de votre personne. Et donc, forcément, il y a un aspect émotionnel qui est énorme. Mais vraiment, enfin, je pense que pour ceux qui ont vécu des situations un peu enfin, compliquées avec des contractants, il y a quelque chose de l'ordre vraiment de l'émotion, quoi. Quelque chose qui vient nous atteindre dans la reconnaissance de notre travail. Euh, ouais, comme s'il y avait un peu une violation de quelque chose, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai vraiment envie de dire que les émotions, c'est quelque chose d'hyper important dans le travail créatif. Et donc forcément, dans tout ce qui va en découler, et notamment sur l'aspect contractuel, c'est pas quelque chose qui sort du chapeau. Euh, donc voilà, il faut pouvoir le prendre en compte. Et donc du coup, dans les situations que je vais vous présenter, moi je travaille avec beaucoup de femmes. Je suis désolée pour les hommes qui sont là, mais ma clientèle est quand même majoritairement féminine. Et donc mes trois clientes qui ont été confrontées à des situations un peu difficiles, ce sont les suivantes. J'en ai une qui est illustratrice et graphiste. Elle fait beaucoup de créations originales beaucoup pour des éditions limitées dans du marketing, donc auprès de enfin, de grands noms, de grandes marques. Et elle a travaillé pour une marque de grande distribution via une agence de com qui lui avait commandé de refaire tout un packaging. Donc elle a refait toute l'identité d'un packaging. Et ça a été du travail qui a été fait non seulement dans l'urgence enfin, dans la majorité du temps, et sans réelle reconnaissance tarifaire derrière. Donc déjà, il y avait un vrai problème.
Mais il n'y a pas eu de cession, enfin, en fait, il n'y a pas eu de contrat de cession de droit fait de manière très propre. Et donc, tout était réglé dans ces factures. Il y avait en fait, des intitulés un peu, enfin, tellement larges que finalement, son co-contractant s'est dit, bon, bah, c'est bon, en fait, je peux faire tout et n'importe quoi. Et notamment, il y avait donc des sessions sur tout support pour le monde entier pendant toute la durée des droits. Donc, comme si c'était une session intégrale. Enfin, c'est quelque chose qui est interdit, en fait, par la loi. Et évidemment, elle a fourni son fichier source. Et donc, je vous laisse imaginer qu'un jour, elle rentre dans un supermarché, se retrouve face à ses créations et en fait se rend compte que Donc ils sur ont... des produits, hein, c'est ça, Ouais, c'était sur du des produits, packaging, ouais. vraiment sur du packaging. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'ils avaient fait mais vraiment des tonnes de déclinaisons, mais sans lui avoir demandé quoi que ce soit. Dans la grande distribution, les chiffres de vente, c'est pas 100 exemplaires, hein, c'est beaucoup. Et donc, il a fallu batailler en Déjà, on négociation. peut imaginer le choc. Enfin, juste, on va faire Ouais, ses courses tranquille, on n'est pas du tout dans tout ça et on tombe nez à nez avec sa créa démultipliée, euh, déclinée, peut-être pas forcément de la meilleure façon non plus, parce que, enfin, voilà, on sait pas. Et ça doit vraiment, enfin, on parlait tout à l'heure de ouais, l'impact grosse émotionnel, colère. mais Ouais. je pense que là, on a un niveau de stress qui monte Bah, puissance plus, quoi. beaucoup de colère, je pense une grosse déception. Et aussi, il y avait une forme de Injustice aussi. culpabilité. Ouais, d'injustice et une forme de culpabilité à pas avoir abordé les choses, en fait. De s'être laissé emporter parce que la création lui plaisait beaucoup. Enfin, c'est quelqu'un qui adore créer, qui est très... voilà, qui aime ça, en fait, hein, vraiment. Et qui a décidé, enfin, qui n'a pas forcément réfléchi aux tenants et les aboutissants de l'aspect vraiment juridique, et donc du coup n'a pas. Enfin, il y avait une forme de culpabilité sur la sécurisation parce qu'elle s'est dit, bah, en fait, j'aurais dû faire autrement. Mais en même temps, c'est ce que je lui ai dit aussi, il y a un moment, c'est pas votre métier hein, d'être juriste. Et en plus de ça, réfléchir à tout dans des périodes où on est dans l'urgence, bah, c'est pas les bons moments pour poser des bases solides en fait. Bon, il se trouve qu'au bout de 3 mois de négociation, on a réussi à... Enfin, les choses ont été solutionnées. Donc, ce que je fais, c'est que moi, je passe directement... enfin, je suis en contact direct avec soit les directions juridiques, soit les avocats des parties, enfin, du contractant. Attends, Et les... Juliette, ce que j'aimerais Ouais. juste préciser avant justement que tu annonces de quelle manière ça s'est résolu, c'est de préciser que chaque situation est vraiment différente et que peut-être que quand Juliette va vous dire comment cette personne, ça s'est résolu pour elle, peut-être que pour vous, c'est pas quelque chose qui aurait été acceptable et que vous auriez voulu que ce soit un autre point de négociation ou autre chose. C'est juste pour préciser qu'en fait, pour pouvoir arriver à ce travail-là, à cette négociation-là, Juliette, elle a dû vachement discuter avec sa cliente pour savoir qu'est-ce qui était important pour elle, pourquoi, sur quel endroit ça venait la toucher, etc., pour que les leviers qui soient ensuite abordés dans la négociation soient ceux qui comptent pour elle et pas dans la majorité des cas, on pense que du coup, ça devrait être ça, l'aboutissement, ou ça, ou ça. Enfin, vraiment, c'est vraiment quelque chose de très individuel. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous dire, ah, c'est vraiment génial d'être arrivé à cette conclusion, et peut-être que pour d'autres, vous allez vous dire, bah en fait, moi, ça m'aurait pas du tout allé de faire ça. Bah en fait, c'est OK, c'est juste que là, on est sur le cas d'une personne particulière pour qui il y avait un enjeu émotionnel sur quelque chose de particulier, il y avait tout un contexte qui fait que la négociation s'est déroulée comme ça. Oui, oui, j'ai oublié. Enfin, c'est clair qu'il faut que je précise. Quand je reçois les personnes en rendez-vous, moi, je fais toujours un point sur l'ensemble de la situation, donc que ce soit de manière factuelle et de manière émotionnelle. Qu'est-ce qu'ils ont ressenti, notamment quand ils ont reçu tel ou tel mail, telle ou telle demande, comment ils se sont sentis vraiment profondément. Et par rapport à tout ça, je propose un panel de stratégies. Donc, ça peut être effectivement de la négociation direct avec l'entreprise. Ou alors, bah, pour certains, le judiciaire, c'est une nécessité, hein. Enfin, je veux dire, il y a autant de possibilités que de personnes. Donc voilà, mais tout ça, c'est posé en amont ensemble pour que moi, je puisse travailler en accord avec mon client parce que je suis là que pour vous représenter.
Je ne suis pas décisionnaire dans les choix qui seront faits par vous, in fine. Mais là, il se trouve qu'elle, elle voulait passer par la négociation parce qu'en fait, une action en justice, même si on y a pensé, ça allait prendre beaucoup de temps parce qu'il faut savoir aussi qu'en France, pour la propriété intellectuelle, ce sont des juridictions qui sont spécialisées, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, forcément, bah, les délais d'attente sont quand même assez importants, enfin, les délais de traitement des dossiers. Donc parfois, passer par des négociations, aussi difficiles qu'elles soient, peut être beaucoup plus rapide, moins coûteux et au final mettre un vrai point, enfin un point d'arrêt sur la relation, mais être en paix avec en fait. Et donc pour ma cliente, ça s'est soldé par le fait qu'elle a fini par vendre le fichier source qui était la problématique en fait. On a récupéré tout ce qu'elle avait engagé en termes de frais, notamment d'avocat. Et donc pour elle, c'était une solution qui était acceptable. Donc voilà, mais ça lui a permis aussi de travailler. En fait, il faut voir aussi les choses comme parfois des points douloureux comme ça permet aussi de revoir sa façon de travailler et donc finalement de pouvoir aussi reprendre sur des bases solides. Et donc elle a travaillé sur ses devis, sur ses factures, sur ses conditions générales de vente. Et puis elle a décidé de se faire accompagner. Donc enfin, je dirais pas que c'était un mal pour un bien, mais en tout cas, il y avait voilà, une prise de Et conscience une que opportunité de fallait faire grandir. autrement. Ouais. Et du coup, en faisant autrement, bah, ça lui a apporté aussi beaucoup plus de sérénité dans sa création. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc enfin, qui est vraiment universel sur tous les sujets. À chaque fois que vous rencontrez une difficulté, sur le moment, ça fait mal, mais en fait, à chaque fois, si vous Mm. arrivez à le percevoir comme un levier pour grandir, pour avancer, etc., en fait, il y a un cadeau dedans, quoi, à chaque fois. Mais voilà, ça demande aussi dans la mentalité de se détacher un peu de l'émotion qu'on ressent sur le moment et de se dire, OK, bon, bah, factuellement, on en est là. Comment je m'en sers pour grandir de cette expérience, quoi. Et pas la reproduire en plus, du coup, comme ça derrière. Et après, alors je vais vous en donner une deuxième, mais qui est hors contrat pour le coup. C'est vraiment une situation de contrefaçon qu'on peut rencontrer assez classiquement. Mais j'ai une cliente qui a vu son illustration reprise par une collectivité territoriale sans son accord. Là, c'est vrai que le choc est un peu plus grand parce que quand vous découvrez ça enfin, dans le lieu de vie qui est le vôtre en général, donc que ce soit, je sais pas, dans une école, voilà, dans un endroit qui est proche de chez vous, le sentiment en plus peut-être de trahison est plus important. Et là encore, bah voilà, il y a plein de solutions qui. Alors ce dossier-là, il est en cours, donc je pourrais pas vous donner la solution finale, mais c'est vrai que quand on y réfléchit, il y a plein de possibilités, ne serait-ce que de recevoir des excuses de la personne qui a contrefait, d'essayer de comprendre comment on en arrive à cette situation-là, si c'est par méconnaissance, s'il y a vraiment une volonté de nuire. Enfin, vraiment, il y a plein il y a plein de levées psychologiques parfois, et on ne connaît pas l'intégralité du puzzle. Donc parfois c'est juste une erreur humaine assez classique, c'est juste que bah, ils ont trouvé que l'illustration était bien, puis ils se sont pas vraiment posé des questions sur les droits d'auteur en général. Et donc là, faire œuvre de pédagogie pour pouvoir réexpliquer ce que sont les droits d'auteur en France et pourquoi c'est important de toujours demander son autorisation au créateur, c'est hyper important. Donc voilà, il y a plein de leviers, hein. Parfois ça peut être juste une lettre d'excuse, ça permet aussi de passer à autre chose. Ouais, tout dépend en fait de ce que ça vient toucher et quel est le problème derrière le fait qu'il y ait eu de la contrefaçon, quoi. Ouais. Euh, Mais il faut être, en fait, faut pas se dire, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est vrai que ta remarque était pertinente, mais sur la personnalisation du contentieux, en réalité, il y aura autant de solutions que de personnes, et parfois, il y a des solutions créatives qui émergent, notamment enfin, moi, dans ce que je pratique, le processus collaboratif, parce que c'est quelque chose de très particulier où on est entre avocats et parties, alors adverses au départ, mais finalement qui vont devenir une équipe, parce que c'est vraiment on dit qu'on est une équipe collaborative, donc avocats et clients ensemble. Et le but, c'est de venir vraiment purger le différent de toutes les émotions négatives, de pouvoir tout mettre sur la table et à partir de là, de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait pour le futur pour que soit notre relation de travail soit maintenue, soit qu'elle cesse, mais qu'elle cesse dans les meilleures conditions. Et donc, du coup, bah, vraiment, là, c'est un moment assez dingue de créativité parce que là où on pensait qu'il n'y aurait que la solution financière qui viendrait apaiser,
bah, généralement, c'est pas la solution qui est la première proposée par les parties. Et donc, c'est souvent des solutions assez intéressantes et un peu folles, mais qu'on n'aurait jamais obtenues devant un juge. Donc, il faut aussi prendre ça en considération. C'est parfois des moments ouais, d'eureka et de créativité qui sont vraiment top. J'aime bien cette citation que je sais pas de qui elle est, mais en tout cas que je tire de la méthode Gordon que tu connais aussi, Juliette. C'est ferme sur les besoins, souple sur les solutions. Et en fait, c'est vraiment ça l'idée, c'est que euh, le but, c'est pas qu'on s'assoie sur nos besoins, c'est vraiment que chacun puisse être entendu dans son besoin, mais après, ça peut faire vraiment émerger des solutions auxquelles on n'avait pas forcément pensé d'entrée de jeu et qui vont être des solutions gagnant-gagnant, c'est-à-dire que c'est pas un compromis entre bah ouais en fait du coup je cède un peu mais du coup j'ai ni gagné ni perdu puis l'autre en face il cède un peu mais il est pas content non plus parce qu'il a quand même l'impression d'avoir renié sur quelque chose qui comptait pour lui mais c'est vraiment en faisant le point des besoins de chacun on arrive à faire émerger des solutions qui conviennent à tout le monde et en fait où tout le monde peut se dire bah, en fait c'est parfait comme ça quoi c'est nickel euh, Et c'est donc vraiment le principe de ne pas couper la poire en deux, hein. Enfin, ouais c'est voilà c'est pas de compromis quoi. exactement. Ouais. Mais en fait, ça, enfin, là, les principes que je vous donne par rapport au règlement des litiges, en réalité, vous pouvez les appliquer dans votre vie Ouais, clairement. contractuelle de tous les jours, dans la mesure où bah, l'idée, c'est qu'avec votre client, vous puissiez co-construire quelque chose qui vous ressemble à tous les deux et qui réponde aux besoins de chacun. Et c'est ça qui est hyper intéressant sur la négociation raisonnée en particulier. Je la mets la petite phrase dans le chat. Ferme sur les besoins, souple sur les solutions. Testez avec vos gosses, testez avec dans tous Ah, les les cadres. enfants, c'est les meilleurs, Ah ouais, ouais, c'est top ça. le meilleur, c'est le meilleur client, comment dire, récalcitrant. Je pense qu'il faut vraiment s'entraîner sur les enfants en premier. Après, les autres clients vous paraîtront des petits, Easy, ouais, easy les autres. bisounours. Mais Trop du coup, bien. ça m'amène au conseil vraiment de prévention, c'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment se faire confiance dans enfin, dans ce que vous ressentez au plus profond de vous quand enfin, vous commencez une relation contractuelle avec un client. C'est vraiment d'analyser un peu les émotions que ça vous fait vivre, notamment des clients enfin moi je pense beaucoup au travail d'urgence qui vous est demandé parfois. Un client qui a tout d'un coup un vrai besoin très urgent, déjà essayer de comprendre pourquoi c'est urgent et essayer de lui faire comprendre aussi si finalement son besoin est si urgent que ça et parfois ça retombe de soi-même quoi. Donc, ouais, le travail dans l'urgence, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est un point de vigilance. Alors, le pire, c'est, je pense, le travail dans l'urgence sans contrat. Donc, un client qui vous dit, non, mais le contrat, enfin, le devis, tout ça, on verra ça plus tard. Ça, c'est vraiment non, en fait. C'est vraiment le point d'alerte premier. Le travail qui est demandé aussi sur les temps de repos. Alors oui, vous êtes des entrepreneurs et vous gérez votre temps comme vous le souhaitez, mais en fait, il y a des choses qui sont probablement pas négociables pour vous. Enfin, je veux dire, travailler la semaine, c'est une chose et enfin, si c'est important pour vous de commencer à 9h et finir à 19h, ou plutôt, bah, en fait, ça, c'est vos limites à vous. Et le client peut pas venir vous dire, ah oui, mais ça va, toi, tu es entrepreneur, enfin, tu es créatif, tu peux faire ça le week-end. C'est pareil, c'est non, en fait. Parce que Enfin, c'est j'en non si c'est pas OK ai... pour nous, en fait. C'est ça, c'est que Voilà. voilà, si ça Ou vient. comment vous le ou comment vous pouvez le tarifer aussi derrière. C'est que c'est vrai qu'une majoration de tarifs, comme pour les travailleurs salariés de nuit ou les week-ends, enfin, ou les jours fériés, bah c'est pareil, ça se pose dans un contrat et c'est hyper important de le faire figurer parce que ça permet de poser des limites. Après, il y a des personnes pour qui travailler le week-end, c'est pas un problème, mais ça relève de, voilà, de C'est l'appréciation chacun. de chacune et chacun. Donc, Pareil, attends, du coup, pour oui. finir quand même là-dessus, la première étape, c'est déjà de bien être au clair de nous vis-à-vis de nous, en fait. Qu'est-ce qui Oui. est OK pour soi et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et déjà, ça permet ensuite, au niveau contractuel, de mieux clarifier. Et je dirais que même d'être vraiment au clair avec nous-mêmes et surtout de pas comment dire, calquer des pensées parasites qui viennent soi-disant des autres parce Ouais, ouais, qu'en injecter les fait, valeurs de la société, ce genre de ouais, trucs. Ouais, parce qu'en complètement. fait on se rend compte que bah, les autres partagent exactement les mêmes angoisses donc, donc parfois ce qui ferait bien n'est pas forcément bon pour soi. Et je pensais aussi à une autre chose, ne jamais travailler sans acompte. Parce que ça aussi, en fait, c'est un peu la porte ouverte, commencer à travailler sans être payé. Parfois, c'est un peu la porte ouverte à tout et n'importe quoi et de courir aussi après une rémunération juste et équitable.
Et puis, mon dernier point d'alerte, c'est quand même le client qui pinaille sur des clauses. Ça, enfin, pour des petits trucs, parfois, ça peut être aussi un non à poser de manière ferme. Et en fait, le tout, c'est de se dire que bah, une relation contractuelle qui commence bien sur des bonnes bases, elle a beaucoup de chances de continuer et se pérenniser sur le temps. Donc, en fait, c'est aussi je pense, une bonne façon de se dire, bah, moi, j'ai envie de développer une clientèle qui m'est fidèle, avec qui ça se passe très bien et avec qui j'ai envie voilà, de tenir sur du temps long parce que la collaboration se passe très, très bien et que mes créations sont aussi bien défendues, bien valorisées. Bah, ça, c'est hyper important, surtout dans un métier Ouais. créatif. Et ça me fait penser à un truc, du coup, ce que tu dis, la Juliette, il y a aussi ce côté que euh, quand on n'est pas équilibré sur le fait que, enfin, alors je vais le dire autrement, des fois la peur de perdre un client va nous Mhm. faire accepter des choses qui sont pas OK pour nous. Parce que c'est le pot de terre contre le pot de fer, on se minimise par rapport au client, on voit tous les avantages qu'on a à bosser avec ce client sans forcément voir les inconvénients, et enfin on n'est pas à l'équilibre, quoi. Et, euh, et donc du coup, ce rapport de force, qui n'est pas forcément un rapport de force réel dans l'extérieur, mais en tout cas dans notre perception, euh, peut nous inciter à ne pas faire appliquer, enfin ne pas faire respecter nos besoins au fur et à mesure. Donc même si la collaboration elle est longue et que on a l'impression que ça se passe bien, on est content d'avoir ce client, c'est un client régulier, on veut surtout pas le perdre, etc. Et en fait petit à petit, c'est des choses que je rencontre moi aussi parfois avec mes clients, enfin pas moi avec mes clients, mais que mes clients rencontrent avec leurs clients, où en fait on voit que la relation se détériore non pas parce que il y a un litige qui vient ou quelque chose, mais juste parce que il y a eu une forme de soumission tacite, progressive, parce qu'on a peur de perdre le client, etc., euh, voilà, qui s'est pérennisée et qui fait qu'au bout d'un moment, d'un seul coup, comme un effet cocotte minute, bah, c'est plus possible en fait. On peut plus tolérer ça. Et l'autre, en fait, il débarque de nulle part. Il dit mais en fait, je comprends pas. En fait, ça fait des mois et des années qu'on bosse comme ça et là, d'un seul coup, ça ne va plus. Et je compare ça avec un peu le côté coup de foudre où quand on rencontre un chéri ou une chérie que on trouve que c'est trop bien, c'est là la personne idéale, etc. On commence à injecter ces valeurs dans notre vie, on commence à aimer ce qu'il aime, à agir. Enfin voilà, il y a tout ce côté-là et on voit que des avantages à être avec cette personne. Et on donne beaucoup plus que ce qu'on voudrait donner, on s'investit davantage et au bout d'un moment, ou ça peut être avec les enfants, peu importe, au bout d'un moment, on a un peu cette phrase qui dit, mais après tout ce que j'ai fait pour toi, avec tout ce que je me suis investi, et c'est juste une histoire, c'est pas à ce moment-là que le problème apparaît. En fait, il a déjà pris racine tout du long parce qu'on a injecté ses valeurs, on s'est minimisé, donc on avait tellement peur de perdre la personne, on voulait tellement être avec que du coup, on a accepté des choses qui n'étaient pas justes pour nous. Donc, ouais, ça me paraissait important de souligner ça parce que des fois, le fait d'avoir un super client, c'est aussi le début à ce que ça se passe mal. Et en général, plus le client a été un bon client et plus le conflit derrière est lourd parce qu'on s'y attendait tellement pas, on se sent d'autant plus trahi, d'autant plus... voilà. Et c'est pas forcément que sur la session de droit, là je fais une petite digression, ça peut être sur d'autres sujets, mais vraiment ce côté attention quand vous voyez, quand vous êtes dans l'idéalisation d'un client ou d'une situation ou d'un projet, c'est le gros client, en plus c'est bien payé, en plus c'est ceci, en plus c'est cela. Méfiez-vous à pas oublier vos besoins dans l'histoire et de vous retrouver à un moment où, ben non, en fait, c'est plus possible, mais je l'ai pas vu venir, quoi. Et le client l'a pas vu venir non plus. Mais du coup, enfin, pour rebondir enfin, pour essayer de traduire ça enfin, de manière juridique aussi, c'est qu'en fait, le contrat, alors oui, ça fait toujours peur, les mots comme ça, contrat, comme si, il y avait, un peu de la même manière que quand on parle de contrat de mariage, certaines personnes sont là, oui, non, mais nous, on s'aime, il n'y aura pas de problème. Bah oui, enfin, je vous le souhaite. Mais vraiment, le contrat, ça permet vraiment de de prendre le temps, en fait, pour une fois, de prendre le temps, de poser les droits et les obligations de chacun et d'être OK avec ça. Et aussi de se dire qu'un contrat, ça a vraiment vocation à évoluer. Donc en fait, bah, ça ne coûte rien de rajouter des clauses disant, bah, au bout de 2 ans, on va se revoir pour pouvoir rediscuter de notre contrat, pour pouvoir le mettre à jour, pour pouvoir se réadapter par rapport aux conditions de l'instant T dans plus tard, en fait, et pouvoir voilà, avancer
et de maintenir cette communication constante avec ses clients. Parce que là encore, parfois les échanges de mails, c'est bien, mais c'est parfois sujet à interprétation. Et le fait de se dire, OK, on prend rendez-vous dans 2 ans, je sais que c'est très loin, mais au moins on pourra rediscuter de tout ça ensemble, ne serait-ce qu'une heure, et de se voir, alors voir physiquement ou en visio, hein, c'est pas, voilà, il n'y a rien de. Se rencontrer en tout cas Bien, d'abord. voilà, de pouvoir rediscuter ensemble et de pouvoir te reposer les choses, ça aide énormément. Et même si c'est pas dans 2 ans, hein, si c'est dans 2 mois déjà, ça sera très bien. Et tu vois, tu faisais le parallèle avec le mariage. Moi, je me rappelle très bien que le notaire, quand je me suis mariée, nous a dit prévoyez votre divorce, en fait. Et je me rappelle, ça m'avait choqué comme question parce qu'effectivement, tu es dans l'idée de te marier, tu n'as pas forcément en tête de divorcer. En tout cas, tu espères que, que ça t'arrivera pas, quoi. Et il nous avait dit, bah, en fait, un mariage qui se passe bien et un divorce qui se passe bien, c'est quand, en amont, au moment de se marier, on a déjà mis carte sur table tous les trucs et qu'on a déjà envisagé, d'ailleurs, c'est ce que faisaient dans l'Antiquité, ils faisaient ça, ils prévoyaient tout ce qui pouvait mal se passer pour l'anticiper et le gérer. Top, franchement, c'est trop bien. Du coup, juste dans les anecdotes, t'en avais pas une troisième? Et j'en ai une troisième, mais qui relève plus alors, du secteur de l'édition. Je ne sais pas si certains sont concernés, mais Ah oui, c'était littéraire, c'est ça, c'était une œuvre. ouais, dans Ouais. l'édition, bah alors dans l'édition en général, il y a des conditions strictes par rapport aux rééditions de comptes qui doivent vous être fournies normalement tous les 6 mois, 1 an si vraiment c'est nécessaire. Mais il faut que ça soit des informations qui soient claires pour Là, vous. c'était une œuvre, on est d'accord, une œuvre littéraire, c'était quelqu'un Une qui œuvre écrivait, littéraire. quoi, c'était pour de l'écriture. Et les rééditions de comptes n'étaient vraiment pas claires. Et en fait, le sujet qui se pose, c'est que normalement, les rémunérations en droit d'auteur, enfin, de manière générale, ça reste de la portionnelle, donc un pourcentage sur les ventes. Donc, il faut bien avoir une réédition de compte pour savoir exactement ce qui a été vendu ou ce qui n'a pas été vendu pour pouvoir évaluer les montants de droit d'auteur. Et là, vraiment, les rééditions de compte n'étaient pas très lisibles. Bah ça, c'est pareil, c'est du contentieux qui relève d'une information. On a l'impression comme ça que c'est pas, que c'est un peu anecdotique, quoi. Ne pas avoir des rééditions de compte claires, bon, on fait confiance à son éditeur. Et puis en fait, petit à petit, ça vient aussi envenimer la relation et on a l'impression qu'on n'est pas rémunéré à sa juste valeur, ou en tout cas qu'il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Et donc, du coup, cette incompréhension, ce malentendu, débouche ouais, sur un conflit qui est pas très agréable, en fait. Ouais, et c'est super Notamment parce que intéressant. les relations éditeurs et édité, c'est vraiment des relations de confiance très importantes. Enfin, on ne confie pas son manuscrit à n'importe qui. Donc du coup, c'est vrai que ça peut être aussi un sujet. Donc pareil, parfois se confronter aux chiffres, je sais que pour beaucoup c'est douloureux, mais en fait c'est assez nécessaire. Et ça me permet de rebondir pour faire un lien avec le secteur plus visuel. Euh, il y a ce côté où, pareil, j'imagine par exemple un photographe qui décroche un gros shooting avec une grosse boîte qui a l'habitude et qui dit non, mais nous, de toute façon, on a nos juristes, on a un modèle de session, vous inquiétez pas, etc. On a l'habitude, etc. Et donc, du coup, parfois, quand nous, soi-même, on n'est pas assez éduqués ou qu'on l'a enfin, éduqué à ça, qu'on l'a pas suffisamment fait, on va avoir tendance à faire confiance au contrat qui nous est proposé. Et les juristes ont aussi cette possibilité, comme tu me l'expliquais, Juliette, de rendre le truc un peu compliqué, quoi, pour que justement ça puisse être aussi un peu flou. Enfin, en tout cas, c'est pas forcément parce que en face ils ont l'air de maîtriser le truc que ça vous dédouane vous de le faire relire aussi par quelqu'un qui sera un avocat qui sera de votre côté entre guillemets pour s'assurer que ok, en fait, très bien, ils ont l'habitude, ils ont un contrat qui est déjà tout prêt, mais est-ce que dedans il n'y a pas des ambiguïtés ou des choses qui pourraient jouer en ma défaveur en cas de litige. Euh, Si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, non, pas spécialement. Enfin, en tout cas, voilà, là, on prenait un exemple par rapport à du littéraire, mais finalement, ce qu'on peut retenir dans cet exemple, c'est la grosse maison d'édition par rapport à l'auteur. Et donc, c'est pareil qu'une grosse maison d'édition par rapport à un graphiste ou un illustrateur ou une grosse entreprise par rapport à un photographe. Enfin, en tout cas, quand il y a une grosse structure qui a sa bardée d'avocats, de contrats et qui maîtrise le sujet, donc c'est déjà l'avantage par rapport à d'autres structures qui, elles, on leur parle droit d'auteur et elles tombent des nues. Là, non, ils te disent, non, mais
oui, oui, on a l'habitude, on fera la session de contrat, de droit, etc. Mais quand même, prenez la peine de la lire déjà vous, mais aussi peut-être de la faire relire par un professionnel qui, lui, saura déceler davantage ce qui peut peut-être se contredire ou voilà, qui peut y avoir, qui pourrait mener ensuite à un litige potentiel. Mais moi, je veux vraiment préciser que c'est pas parce que vous allez contracter avec des grosses entreprises que forcément les services juridiques en face de vous vont être Compétent. compétents, je dirais. Enfin, je veux pas dénigrer hein, parce que c'est quand même- enfin, on a tous la même base de formation, mais en tout cas qui ne seront pas forcément tous les tenants et les aboutissants des questions, et notamment des questions par rapport au statut artiste-auteur. Donc voilà, il faut être assez vigilant et je pense que le mieux, c'est quand même de rester, enfin déjà de se former, de comprendre aussi les termes juridiques, qu'est-ce que ça recouvre, est-ce que je les comprends et ça pour ça, vraiment, il y a énormément de contenu sur Internet qui est, enfin, en tout cas de syndicats, d'associations qui est très bien fait. Ça permet déjà d'avoir une première base, un niveau 1 d'information et de compréhension. Et quand on a un doute, de pouvoir en niveau 2 se tourner soit vers des permanences juridiques mais vraiment de personnes formées aux questions, soit vers un avocat pour pouvoir se faire accompagner sur la négociation, parce que ça peut vraiment aider voilà, pour la suite, quoi, pouvoir Et, apaiser. et ça me permet de faire une première réponse à Frédéric, parce qu'on va pas pouvoir, on va répondre aux questions, mais on va pas pouvoir rentrer dans les situations particulières. Et je vois que Frédéric, elle a partagé vraiment une situation très spécifique. Donc, si tu veux la creuser, bah, tu pourras contacter Juliette ou une autre personne professionnelle dans le, sur le sujet. Et j'ai perdu ce que je voulais dire. Euh, oui, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, en vous, vous renseignant et en maîtrisant le sujet, les termes, etc., ça vous permet aussi d'être plus à l'aise avec vos clients quand il s'agit d'en parler, quand ils vous posent des questions. Parce que là, dans la situation que partage Frédéric, dans ce qu'elle décrit, on voit bien qu'au début, il y a un problème de je ne sais pas quoi répondre à ça. On me fait une demande, on me fait une question, on me pose une question en lien avec les droits d'auteur et je suis démunie en fait. Je connais un peu les bases, mais je n'ai pas assez de répondants et de, de finesse dans ma compréhension pour être sûre de ce que j'affirme ou de ce que j'avance. Et donc, du coup, ça emmène ensuite à une situation plus conflictuelle. Donc, ne serait-ce que vous y intéresser, faire cet effort-là, de vous former, de comprendre en fait ce que c'est réellement dans les détails, les termes, qu'est-ce que ça veut dire, et avoir déjà cette connaissance-là, ça vous permet de, de réagir différemment quand la situation se présente et de savoir davantage ce à quoi vous devez faire attention. Quand bien même vous n'avez pas forcément la compétence pour écrire le bon article ou la bonne mention ou le bon truc, déjà le fait d'avoir compris, ça vous permet voilà, de pouvoir gérer la situation et de vous adresser aux bonnes personnes si vous avez besoin d'aide, quoi. Moi, il y a une question là qui m'intéresse, enfin, Ouais. parce que je pense qu'elle est importante, celle de, enfin, toutes les questions sont importantes, hein, je sais pas, mais celle de Carole par rapport Ah oui, je l'avais vu à aussi. la preuve, Ouais. comme quoi la On va la création. relire pour ceux qui seront dans le replay, qui n'auront pas le. euh, Alors, dans les litiges pris en exemple, comment prouver que l'illustration ou la créa est bien notre œuvre? Comment prouver que nous en sommes l'auteur? Alors, il y a plusieurs façons de le prouver. Moi, ce que je conseille en général, mais c'est un coût qui est pas énorme, mais qui reste un coût, c'est qu'en fait, de tout déposer sous enveloppe e-solo à l'Institut national de la propriété industrielle, donc l'INPI. Je ne sais pas si ça parle c'est à une ça. trentaine d'euros, je crois. C'est Ça 15 coûte euros le 15, dépôt. ouais, tu vois un peu. Ouais. Pour 5 ans. Alors, ça donne déjà un premier faisceau d'indices. C'est pas une preuve pure. Enfin, voilà, c'est un premier pas. En tout cas, ça Euh, permet de faire valoir l'antériorité, quoi. c'est ça. Le mieux du mieux, mais ça a un coût, c'est de le faire constater par un commissaire de justice, donc anciennement les huissiers de justice, ou un notaire. Bon, le tout, c'est en fait, de manière très simple, c'est vraiment de conserver l'ensemble des indices, enfin des preuves qui laisseraient penser au juge que vous êtes bien le créateur. Et Donc, même, attends, si je peux compléter, parce que je trouve qu'il y a une dimension dans cette notion de qui est le créateur, c'est en fait même qui est le premier créateur. Parce que c'est pour ça qu'on parle d'antériorité.
Mhm. Parce que quand bien même quelqu'un n'a pas copié ou ne l'a pas fait consciemment, il peut complètement se sentir auteur de quelque chose. Mais ce que le juge, ou en tout cas dans une négociation, ce qui va être important, c'est de savoir en fait qui l'a fait en premier. Donc, ce qui va être crucial, et c'est pour ça qu'on parlait d'enveloppe solo, ou après on peut faire ça de manière peut-être un peu plus artisanale avec des envois postes. Enfin, il y a des manières de faire suivant l'enjeu de l'œuvre en question. Mais ça va être vraiment de prouver et de pouvoir avoir un moyen de prouver qu'on était le premier. Voilà, donc ce qu'on appelle l'antériorité. Ouais, mais enfin, bon, le tout, c'est quand même de prouver l'originalité, enfin, de prouver l'originalité en Ouais. premier lieu. En premier, ouais, mais à un Et moment, parce qu'en fait, il n'y a pas il y a pas de condition de nouveauté pour tout ce qui est droit d'auteur. En marque, oui, mais pas en droit d'auteur. Mais effectivement, au moins de dire, bah voilà, moi j'ai travaillé là-dessus, enfin, c'est venu de ma tête. J'ai fait un travail intellectuel et c'est vrai que ne serait-ce que les devis, les factures de création, bah voilà, c'est déjà des premiers indices. ouais, c'est pas des trucs De auxquels on garder, pense, mais ouais, de conserver les mails aussi. Euh, les mails de présentation de projet. ça, c'est Euh, dans le cas d'une commande. Mais si on est dans le cas de justement Juste une quelque création. chose, ouais, une création lambda, par exemple, Carole, elle dessine. Euh, Mm. Elle a posté, je sais pas, sur Insta ses illustrations. Et Bah, le post sur voilà, Instagram peut être constaté par pour le coup, peut être constaté par un commissaire de justice et ça donne, voilà, il y a bien la question de, bah, on l'a posté le tel jour, voilà, c'est là où c'est l'histoire vrai de la qu'il date est importante. est fait, et donc voilà. Mais bon, il y a plein de manières de prouver qu'on est l'auteur de sa création et de toute façon, l'enjeu va être sur la question aussi de l'originalité de la création. Mais Euh, effectivement, voilà, le dépôt e-solo, ça peut être hyper intéressant. Trop bien, je regarde. Ah, il y avait bon, ça sort peut-être un petit peu du cadre, mais il y avait une question de Marie sur le fond de pairing. Donc, l'idée d'utiliser une typo euh, dans un, dans un cadre de création, et que du coup, la typo euh, fait partie du coup de l'œuf. En tout cas, parfois, elle va être utilisée plus ou moins. Enfin, je ne sais pas si c'est exactement ça que tu voulais dire, Marie, je suis en train de relire. Pour parler du film, l'intégrer dans la créa. Ouais, que faut-il faire? Euh, mais déjà, ça dépend aussi de la licence de la typo. Est-ce qu'elle autorise ça ou pas? Enfin, du coup, je suis pas sûre de bien comprendre la question. Si tu peux nous repréciser dans le chat, Marie, ce que après, j'ai pas lu l'échange que vous avez eu suite à cette question. Euh, Moi, je dirais que déjà, ça dépend Pour de moi, la licence. déjà pour les typographies, toujours, enfin, l'idée c'est quand même de vérifier que les typographies sont libres de droit si on les utilise, parce qu'il y a aussi la notion de droit d'auteur sur les typos. Donc là, c'est pareil, vraiment être vigilant, hein. Remettez-nous ceux pour qui. Alors, Julie qui disait, j'ai une question pour la fin du live. Comment calculer? Alors là, du coup, ça, on change un peu. Comment calculer le tarif? Là, on est vraiment sur la session, donc hop. Euh, Bah, ça peut ouais, être, je peux y répondre, hein, ouais. c'est pas moi, je travaille beaucoup avec les tarifs de la DAGP. Je ne sais pas si vous connaissez ça pour les personnes qui Je me font demande si c'est pas ceux qu'elle utilise, Julie aussi, d'ailleurs. des arts visuels. Alors, ils ont leurs défauts, hein. Enfin, franchement, le barème, il n'est pas forcément bien fait de tout point de vue, mais ça donne déjà comment, premier, une première Première base de base, ouais. travail. Bon, le principe dans la loi, ça reste que normalement, ça reste du proportionnel, donc un pourcentage sur les ventes. Mais évidemment, il y a plein de domaines dans lesquels c'est impossible de chiffrer, enfin, de pouvoir vraiment établir des ventes. Enfin, voilà, du CA d'une certaine manière, de manière pure et dure. Donc généralement, on passe au forfait hein, pour les droits d'auteur dans ces cas-là. J'en profite pour préciser qu'on a tout un module dans la formation tarif pour ceux qui l'ont fait ou ceux qui voudraient la faire par ailleurs sur ce sujet-là, en fait, sur le sujet Ouais. des droits d'auteur et de. C'est vrai que toi, tu proposes une des modalités de calcul qui était pas mal dans mon Ouais. souvenir.
Mais ça, ouais, je pense qu'il faut vraiment se baser sur les tarifs de la DHGP en premier lieu pour quand même voilà, pouvoir comprendre, parce qu'en plus, c'est un peu indigeste hein, comme, comme fichier à décortiquer puis après à comprendre. Mais ça permet de donner vraiment une première base et après pouvoir les adapter par rapport à son activité personnelle. Enfin, Ouais. vraiment, c'est libre à chacun et de toute façon, c'est libre. Enfin, il n'y a pas de tarif réglementé. Ouais, c'est ça, je trouve que c'est le point important à retenir, c'est que de toute façon, que ce soit en droit d'auteur ou en autre chose, vos tarifs sont vos tarifs. Il n'y a pas de, y a pas de règles ou de choses où il faut faire comme ceci ou il faut faire comme cela. Par contre, il y a des principes qui régissent l'application des tarifs. Et donc, ce que disait Juliette par rapport à la proportionnalité quand c'est possible, notamment la proportionnalité aux recettes issues de la vente de l'œuvre ou au moins la proportionnalité à l'exploitation de l'œuvre. Donc ça, c'est le principe de comment doivent fonctionner les tarifs, mais par contre, le montant que chacun va mettre derrière, c'est quand même libre à vous, et les barèmes peuvent vous aider, mais ils vont parfois être adaptés et parfois pas du tout. C'est pas du tout le même cas de figure quand on fait une identité visuelle pour la boulangerie du coin qui a aucune notion ni de droit ni de quoi que ce soit et que voilà on doit chiffrer une session de droit que pour une multinationale qui, enfin voilà, chaque cas est vraiment propre, quoi. Je trouve que c'est important de le rappeler. Euh, Mais par ailleurs, enfin, moi je constate quand même quelque chose, mais c'est assez vrai dans toutes les professions et je vous assure que la profession d'avocat est pas est vraiment loin d'être une oie blanche sur ce sujet. Mais sur la question de la tarification, hein, c'est quelque chose. On parle pas assez d'argent en France, je pense. hum, Le fait de pouvoir en discuter aussi entre pairs, de dire à ses confrères, ses consoeurs, enfin, je sais pas comment vous appelez, vos collègues, bah en fait, voilà, j'ai cette situation-là et je sais vraiment pas comment le chiffrer parce qu'il y a telle particularité. Euh, voilà, je suis complètement démunie en fait et j'ai besoin de votre aide. Comment vous auriez fait vous? Ça permet aussi de déjà de parler d'argent et aussi de pouvoir réfléchir ensemble à ça serait quoi en fait, quel prix je voudrais vraiment mettre hum. sur cette session de droit? Qu'est-ce qui me paraît raisonnable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et de se faire un peu, grâce à une sorte de panel de réflexion, son propre avis aussi sur ce qui vous semble juste Et et qu'est-ce qui d'ailleurs, est raisonnable aussi. c'est un type de question qui revient quand même souvent, que ce soit dans la communauté création shérif au niveau du Discord ou aussi dans la, enfin, du coup, il y avait une tribu accessible pour les membres de ma formation. Enfin, en tout cas, la discussion autour de l'argent, comme tu dis, c'est super important. Euh, et, en fait, je suis perturbée par la question de Frédéric qui dit qui, dans la réalité au quotidien, arrive à facturer une session de droit. Et elle dit c'est déjà tellement dur de faire accepter un devis qui ne contient pas ce montant en plus. Et elle dit pour moi c'est de l'utopie. Et là, je pense Frédéric que tu aurais une évolution de tes croyances à faire opérer parce que j'aime bien faire ce truc avec mes mains. Votre réalité, elle se situe entre ces deux limites. La limite du bas, c'est ce que vous tolérez, c'est-à-dire que bah, ce que vous tolérez pas, vous l'aurez pas parce que vous ferez tout pour pas l'avoir, quoi. Donc on a ce qu'on tolère. Et la limite du haut, c'est ce qu'on croit possible. Donc en fait, tant que tu crois que c'est pas possible, en fait, tu pourras pas le mettre en place. Il faut que tu fasses évoluer ta mentalité et ça va pouvoir se faire en voyant que d'autres le font, en voyant, enfin, avec plein d'éléments qui vont te permettre de voir que ce que tu crois être, pour l'instant, de ta perception, dans ton monde à toi, c'est une utopie. Puis en fait, de voir qu'à côté, il y a aussi d'autres cas de figure pour qui ça se fait. Et ça va élargir ton champ de vision et te permettre de l'envisager pour toi, dans une certaine mesure, peut-être pour commencer. Enfin, tu vois, ça va faire un peu son chemin. Et, euh, et c'est comme n'importe quelle croyance, quoi. Combien il y a de personnes qui pensent que, par exemple, ils pourront jamais avoir de maison, puis après, ils ont une maison. Enfin, on fait évoluer, en fait, nos limites comme ça. Et ça nous permet bah, que ce soit plus une utopie, quoi. Parce que là, il y a... Mais, Ouais, pardon. mais déjà, le fait d'y réfléchir ensemble dans un premier temps, là, dans cette visio, ça va probablement faire naître d'autres Ouais. questions. Enfin, il y a plein de choses. Vous allez peut-être aller regarder, bah, notamment les tarifs de la DHGP ou autres.
Même en dessous du replay, on peut continuer la discussion hein, dans la communauté. Discutez-en entre vous Mais en aussi. fait, il y a aussi, le premier pas, ça reste de faire de la pédagogie. Donc déjà, de la pédagogie par rapport à soi-même, c'est-à-dire essayer de s'approprier les principes. Et ça passe parfois, on dit souvent, comme les pitchs un peu de présentation d'entrepreneurs, mais de commencer à s'exercer sur sa famille, sur ses amis, de pouvoir leur demander, et toi, en fait, est-ce que tu sais ce que c'est que le droit d'auteur? Ah bah non. Ah bah du coup, je vais t'expliquer, parce que moi, ça va me permettre de m'entraîner Ouais, aussi. carrément. Donc voilà, de commencer à s'approprier les principes dans un premier temps. Et après, vous êtes des créatifs, donc en fait, il y a plein de façons aussi de le présenter à son client. Ça Mm. peut être un truc joli. Enfin, je sais il y a pas mal Je veux dire d'illustrateurs, visuellement, quoi. Visuellement, ouais, ça de peut être quelque graphistes chose. qui passent par une sorte de template qui explique ce que sont les droits d'auteur en France et pourquoi c'est important voilà, que ça arrive dans la négociation à un moment donné. Et puis il y a Euh, l'angle aussi, du coup, pour rebondir là sur ce que tu dis, il y a l'angle avec lequel on le présente. ouais. Je pense aussi à ça, parce que c'est un truc qu'on aborde dans la formation où on voit comment on peut le présenter. Alors là, pas le présenter visuellement, mais le présenter dans l'angle pour que, au lieu que ce soit perçu comme quelque chose, une charge supplémentaire, que le client puisse en voir vraiment pleinement son intérêt aussi. Et donc, du coup, ça change aussi la façon de le regarder. Et bah, ça permet d'en parler de manière beaucoup plus détendue, plus serein et dans l'intérêt de tout le monde, quoi. Parce que le droit d'auteur, même s'il est là effectivement pour protéger l'auteur, mais il est aussi là pour protéger finalement celui qui a acheté l'œuvre. Parce que si on se fait piquer, enfin s'il y a contrefaçon par exemple externe, le client qui lui a acheté, il est aussi impacté par cette contrefaçon. Donc il y a vraiment aussi un changement d'angle et de perception à opérer. Et aussi par rapport, enfin, dans les croyances que listait Frédéric, enfin, dans ce qu'elle disait, il y avait aussi ce côté, la relation au tarif au sens plus large, c'est-à-dire que si tu as cette perception que c'est difficile, et quand je dis cette perception, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une réalité pour toi, hein, mais qu'en tout cas, le prix va être l'élément qui va faire qu'on accepte ou pas ta proposition, en tout cas l'élément principal, bah forcément, ça rend tout le reste derrière plus compliqué parce qu'il y a pour toi l'idée qu'on va rajouter encore du budget. Et en fait, quand tu fais évoluer ça, quand tu vois comment tu peux, comment dire, comment tu peux, quels sont les autres atouts de ce que tu proposais, comment tu peux arriver euh, à ce que pour ton client, le prix ne soit plus le premier critère. Et ça passe par le positionnement, ça passe par plein de trucs. Quoi. Vous m'entendez dire ça depuis, depuis des lustres, donc ce n'est pas une nouveauté. Mais quand le prix ne devient plus le premier critère, même si ça reste un critère important, alors ça ouvre aussi la voie à des discussions sur la cession de droit et sur d'autres choses. Mais tant que dans ta tête et du coup dans ta réalité, parce que les deux vont de pair, le prix, c'est ce qui fait que le client dit oui ou non, bah en fait, tout le reste est bloqué. C'est comme si, enfin, voilà, comme si les os, ils étaient, voilà, tout est bloqué. Quoi. On a une belle lombalgie. Euh, du coup, je t'avais coupé pour faire une petite parenthèse. Si tu retrouves tes idées, je te laisse finir. Non, puis en fait, je pense qu'il y a aussi, enfin, faut commencer petit. Enfin, en fait, oui, là, enfin, ça paraît une énorme montagne à gravir et tout, mais en fait, de pouvoir l'intégrer petit à petit dans vos factures, dans vos devis, même si ça commence par des toutes petites sessions, bah, c'est déjà un premier pas. Et En fait, la vraiment, la pédagogie. stratégie des petits pas, elle fonctionne, hein. Enfin, voilà, on va commencer comme ça, et puis petit à petit, bah, on va grossir et on va être aussi plus à l'aise avec, et puis pouf, à la fin, ça sera. Euh, enfin, les droits seront valorisés. Et encore une fois, faut vraiment pas hésiter à se faire accompagner, ne serait-ce que peut-être sur une première négociation, une deuxième. Enfin voilà, il y a pas mal de professionnels de son qui accompagnent sur ça. On va pas forcément que des avocats. Euh, mais de pouvoir quand même être très maître, enfin vraiment maître de son, par contre maître de son travail, de son contrat in fine. Euh, Moi, c'est vrai que quand je travaille avec mes clients, et je pense que Céline pourra en témoigner, mais quand je produis n'importe quel acte, je le fais pas de manière, enfin, je le Un sors pas. copier-coller, quoi. Je le travaille vraiment en amont par rapport aussi au. Enfin voilà, je travaille avec mon client sur c'est quoi concrètement son travail de tous les jours.
à quoi elle ressemble, enfin comment il organise son temps, comment il travaille avec ses clients, quelle est la typologie de clients aussi. Est-ce que vous travaillez plus avec des entreprises privées ou des entreprises publiques parce que c'est pas pareil, avec des petits ou des gros, enfin voilà, il y a plein de choses aussi à prendre en compte. Et quel serait en fait le meilleur moyen pour vous permettre de facturer à votre juste valeur? Euh, Par exemple, avec Céline, on a travaillé sur deux templates différents, c'est-à-dire qu'elle a des conditions générales de vente qui sont adaptées à des solopreneurs, donc vraiment des entreprises individuelles. Et elle en a un autre qui est vraiment fait pour des plus grosses entreprises, donc plutôt PME, enfin TPE, PME, qui sont plus structurées. Et du coup, les CGV sont pas vraiment les mêmes. Ce qui permet aussi voilà, d'être au plus proche de ses clients. Et derrière ça, je fais toujours une relecture d'actes avec chacun pour que tous les termes soient compris et que une fois que moi j'ai fourni l'acte, qu'il puisse vivre par lui-même et que surtout bah voilà, que chacun et chacune puisse vraiment le faire valoir et que s'il y a une question qui vient du client, qu'il puisse y répondre tout seul sans repasser par moi systématiquement. Donc le travail de pédagogie, ouais, faut le faire et à tout niveau. C'est-à-dire que déjà, nous, c'est notre responsabilité en tant que professionnels du droit. Et après, bah, voilà, et vous et vos clients, c'est aussi important que ce travail soit réalisé. Et j'aimerais apporter du coup, pour revenir sur le sujet des tarifs, parce qu'effectivement, je vois bien dans le chat que c'est lié, c'est-à-dire que quand vous percevez la session de droit comme un surcoût qui va venir en plus de votre devis, forcément, ça crée une barrière mentale. Et en fait, je voudrais revenir sur plusieurs points. On a par exemple des gens qui vendent que des droits d'auteur. Donc, ils ne vendent pas la prestation du logo avant, et ils vendent, c'est que du droit d'auteur. Ou par exemple, un peintre, ou enfin, dans d'autres métiers créatifs où on n'est pas sur de l'identité visuelle, par exemple, on a, en fait, c'est que du droit d'auteur qui est vendu. Donc, il n'y a pas d'histoire de surcoût. Et quand on est dans des métiers, j'allais dire, un peu hybrides comme ça, parce que finalement, je pense aux graphistes et photographes principalement, où en fait, il y a certains qui pratiquent que de la presta, et donc ils devraient faire le droit d'auteur, mais ils ne le font pas. Et on se retrouve dans un paysage avec des personnes qui font que de la presta, d'autres qui font que du droit d'auteur, même si c'est plus rare, et ceux qui essayent de concilier un peu les deux, qui a une partie de la rémunération qui est sur le forfait du logo et une partie qui est sur le droit d'auteur qui vient s'ajouter dessus. Et qu'en fait, quand on est dans cette idée-là, c'est comme si on empilait, quoi. On a l'impression que à mon forfait logo, je vais devoir rajouter le droit d'auteur. Mais en fait, il faut aussi le penser un peu différemment parce que le prix d'un logo de quelqu'un qui ne pratique pas du tout le droit d'auteur, c'est comme si il incluait dedans tacitement, donc sans faire tout ce qu'il faut au niveau juridique, au niveau de la cession, etc., mais dans sa mentalité, dans sa réflexion, quand il fixe son TJM, quand il fait tout son calcul pour arriver à son prix, il inclut déjà naturellement la valeur, c'est-à-dire que plus il va être, souvent c'est la valeur sur lui, plus il va être expérimenté, plus il va augmenter son TJM, il va peut-être aussi pouvoir être tenté de le faire si il s'adresse à une entreprise plus grosse ou qui a plus de moyens. Donc du coup, c'est déjà une modulation qu'il fait. Et donc si on imaginait à ça ajouter encore une session, forcément on a l'impression que ça rajoute beaucoup. Mais quand vous repensez vos prix différemment, eh ben, on a effectivement une partie qui peut être décorrélée. Après, tout dépend comment, mais ça c'est encore un autre sujet, on ne va pas forcément l'aborder maintenant, mais tout dépend comment on le mentionne, les lignes telles qu'on les met sur la facture en fonction du statut qu'on a. Mais en tout cas, ce n'est pas forcément quelque chose à envisager comme un plus à ce que vous faites actuellement. Ça peut être juste repenser vos prix pour qu'il y ait une partie, visible ou pas, du montant qui soit dédiée à la session, mais dans tous les cas, vraiment avoir ce document, cette sécurité pour vous, pour votre client, pour tout le monde, cette contractualisation du droit d'auteur. Donc, pour moi, il y a deux temps. Il y a effectivement toute la pédagogie autour de qu'est-ce qu'est le droit d'auteur et comment on encadre ça pour que tout se passe bien avec la session, etc. Et dans un deuxième temps, OK, quelle implication ça a sur la façon dont on va penser nos prix. Mais si on part du prix en se disant je ne veux pas rajouter un truc, donc du coup je ne fais pas de session. En fait, là on a tout faux. En fait, on part du mauvais bout, quoi. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Peut-être Juliette, si tu veux rebondir.
Bah, en fait, ouais, enfin, je pense que c'est un cercle vertueux, c'est qu'il y a un moment, même, enfin, vous avez envie d'en vivre aussi de votre activité, donc Oui. derrière, la question du tarif, forcément, va se poser. Euh, ouais, je pense qu'il faut pas vraiment en avoir peur, finalement. C'est vraiment quelque chose d'hyper, enfin, voilà, de très sécurisant. Et je voyais la question de Bruno sur la différence entre l'idée, le concept original et le design et le résultat final. Il faut bien avoir conscience qu'en droit d'auteur français, l'idée et le concept ne sont pas protégés. C'est vraiment la matérialisation de l'œuvre qui est protégée. Donc il faut vraiment avoir le produit fini. Est-ce que c'est, est-ce que ça te, est-ce que ça répond à ta question plutôt? Ok. Est-ce que là, le live touche à sa fin. Si vous avez une question que vous aviez posée au début et qui s'inscrit là-dedans, hein, comme je disais, tous les cas particuliers, bon, bah ça, forcément, c'est pas lors d'un live qu'on le résout. Et je vous invite à prendre contact soit avec Juliette, soit avec quelqu'un voilà, en qui vous avez confiance de professionnel quoi, sur ce sujet. Une question de Jessica. Est-ce que Juliette accompagne pour la rédaction de contrats si un client veut vendre des produits avec nos illustrations photos? Car c'est dans la session, j'imagine, mais peut-être plus approfondi. Il faut vous demander un devis pour ce type. Ah oui, alors, elle te demande à toi, je pense, si tu veux demander un Ouais. devis pour ce type de prestation avant de faire notre propre devis pour le client, pour l'inclure. Alors moi, j'accompagne dans la rédaction de contrat et dans la négociation, donc les deux sont assez liés. Après, il y a des clients qui préfèrent juste que je les accompagne sur la rédaction. Ce que je peux te proposer, Jessica, c'est de prendre rendez-vous. Je propose des rendez-vous découvertes, donc qui sont pas payants, enfin qui sont gratuits et qui relèvent plus d'une première prise de contact pour comprendre un peu le besoin plus spécifiquement, parce que là, c'est un peu, enfin, c'est très très large comme question. Et en fonction de ça, je propose toujours un devis de toute façon sur ce que je peux faire. Mais oui, enfin, de toute façon, moi, je préconise toujours la rédaction d'un contrat, notamment quand il y a de la vente derrière. Et pareil pour la relecture de Ouais. contrat de client, j'ai vu ça. Bah ça, c'est pareil. Enfin, vous pouvez évidemment prendre rendez-vous à titre de découverte. Après, voilà, pour pouvoir comprendre exactement quels sont les enjeux. Mais je fais de la relecture de contrats, effectivement, de contrats qui sont proposés par le client final. Oui, d'accord. Même s'il fait 4 pages, ça demande du travail d'analyse de toute façon. Euh, une question, si on travaille pour un client étranger, c'est bien le droit d'auteur français qui s'applique comme le contrat est établi par nous. Ouais, alors ça, c'est des questions, la question du droit international en droit d'auteur, enfin, ça dépend de enfin, plein de facteurs. Euh, mais effectivement, le droit d'auteur français devrait s'appliquer. Mais là encore, à prendre avec des pincettes et faire vérifier quand même par un professionnel. Je ne sais pas quel était le client, enfin, où est-ce qu'établit le client, est-ce qu'il est en Union européenne ou pas? Je ne sais pas qui était la personne qui avait posé cette question. Ah, la question. Ah, C'était Cécile. ok. Ah, elle a pas de clé en tête, elle dit que c'était juste une question. Ah, ouais, mais il y a une autre personne qui a des clients suisses. Mais de toute façon, la question du droit international, enfin là, pour le coup, je vous conseille réellement de prendre conseil quand même pour être bien sûr que vous soyez protégé.
au mieux. Pour tout ce qui relève de l'Union européenne, des clients qui sont dans l'Union européenne, le droit d'auteur est quand même relativement harmonisé, notamment par des directives. Mais pour le reste, notamment pour des clients qui seraient aux États-Unis, et là je vois... Ouais, alors par contre pour les maisons mères en France, c'est bon ça, parce que vous contractez avec un client français en fait, même s'il sous-traite après en Indonésie et ailleurs. Mais par exemple pour les questions, ouais, pour tout ce qui relève de clients anglo-saxons, pareil, je vous conseille de prendre, enfin de demander un conseil, soit une permanence juridique, soit un avocat. Euh, Qu'est-ce que... Il y avait un autre... tout à l'heure, j'ai vu... Ah oui, sinon, c'était moi en fait, c'était pas une question, c'est que je voulais rebondir sur le fait que tu accompagnes aussi sur les CGV, notamment pour mettre des mentions propres au droit d'auteur. Enfin, vous pouvez préparer le terrain à plusieurs niveaux en fait, et c'est ce qu'a fait Céline, hein, je crois, ce que vous avez fait ensemble. Euh, Ouais, on a travaillé sur ces conditions générales de vente. Puis là, je pense qu'on va travailler peut-être sur son contrat de cession. Mais oui. En tout cas, enfin, voilà, C'est c'est à un plusieurs peu- niveaux, quoi, et ça peut simplifier, parce que, comme on l'a dit un peu entre les lignes, mais il y a différents cas en fonction aussi du type de client que vous avez, et la pédagogie va pas être la même, parce que la connaissance du sujet n'est pas la même, la façon de l'aborder n'est pas la même, etc. Et donc, bien sûr que un contrat de 15 pages pour la petite boulangère du coin, enfin, il y a un moment quelque chose qui est décorrélé, qui va pas, et c'est pas le but en fait. Donc si ce que vous avez en tête, je repense aussi à l'échange de Frédéric, si ce que vous avez en tête, c'est qu'il y a une seule manière de gérer le droit d'auteur et que c'est forcément quelque chose de lourd, de fastidieux, d'alambiqué, de complexe et d'imbitable finalement. Bah non, en fait, pas forcément. Bien sûr que quand le projet, c'est un gros projet d'une grosse entreprise avec plein de ramifications, plein de machins, bien sûr que là, il va y avoir un gros contrat parce qu'il va falloir définir chaque aspect, chaque lien entre les trucs. Enfin, il faut vraiment bien tout border. Quand on est sur quelque chose de plus simple, bah, comment dire, une mention spécifique adaptable qui va se situer dans vos CGV, une mention sur la facture qui prend bien en compte tout ce qu'a listé Juliette au début, ça peut suffire en fait. C'est pas forcément la grosse machine, tout dépend du type de client que vous avez. Il faut que ça soit en fait, il faut que ça soit le plus confortable pour vous aussi. C'est pour ça que moi, ce que j'ai fait, alors avec Céline, mais avec d'autres clients aussi, c'est que j'inclus vraiment dans les CGV une clause de propriété intellectuelle qui est très détaillée, mais aussi enfin, qui je le tourne dans un langage qui soit le plus clair possible, que ce soit pour vous ou pour vos clients. Et ça relève aussi des cases à cocher, comme dans un formulaire SERPA un peu classique, mais qui vous permet en fait d'avoir aussi une vue de bah, où est-ce que le client veut aller et qu'est-ce que je peux céder comme droit pour qu'il puisse utiliser ce que j'ai fait pour lui de manière optimale. Merci, merci. Je réponds pas en même temps un peu aux commentaires. Là, on va, je pense, pouvoir clôturer. Je mentionne quand même, parce que du coup, on le verra plus dans le replay, mais je mentionne, je vais lire le commentaire de Céline qui fait un retour du coup sur l'accompagnement qu'elle a fait avec toi. Elle dit, je confirme que l'accompagnement pédagogique est super et très sécurisant. Elle dit, moi, j'incite les clients à bien lire les CGV en amont aussi pour répondre à leurs questions. Dans les CGV des solopreneurs, finalement, je n'ai pas de contrat de cession de droit à part. C'est dans la facture directement, mais maintenant j'ai une vraie place sur ma facture pour ça. Je reprends les termes des CGV pour appuyer la cession et je mets un prix en face, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Donc, merci pour ton retour, Céline, et encore Merci. merci pour ceux qui ont loupé le début. C'est vraiment grâce à Céline qu'on a la chance d'accueillir Juliette. Et moi, je suis très contente de cette rencontre. Enfin, voilà, c'est une Merci belle à rencontre. Céline et merci à toi Marlène et merci à vous tous pour vos questions. Voilà, et donc on pourra continuer l'échange sous les commentaires du replay pour ceux qui le souhaitent.
Je rappelle qu'il y a aussi, sera aussi publié dans la communauté l'offre de Juliette pour que vous ayez son petit cadeau. Donc pensez bien à lui dire que vous êtes membre de la communauté Création Shérif quand quand vous la contactez. Euh, ou membre de la formation sur les tarifs aussi, elle fait cette offre aussi dans la formation. Voilà, écoutez, je pense que c'est tout. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a permis de, de vous familiariser avec ce sujet, si c'était là où vous en étiez, ou de l'approfondir pour ceux qui avaient déjà un peu plus de, de connaissances là-dessus. Merci infiniment, Juliette. C'était top, super précieux tout ce que tu nous as partagé. J'espère simplement que personne ne part de là en se disant, mon Dieu, j'ai toute une montagne à gravir et c'est hyper, c'est hyper stressant. J'espère justement au contraire que ça a pu vous apaiser. Ouais, Euh, dites-nous un petit peu dans le chat comment vous vous sentez à la fin. Enfin, Ça a pu au moins nourrir une première réflexion. ouais. J'ai pas de Si ça a alarme. évolué dans le bon sens, en fait, l'idée Voilà. c'est ça. On ne dit pas forcément que vous soyez au top, allez, on y va, mais qu'il y ait au moins eu une progression positive vis-à-vis de ce sujet. Moins de flou, plus de joie pour Bruno. Super, Ouais, génial. Je suis génial. contente. C'était tout l'objectif. Voilà, c'est ça. Bon, eh bien, bonne journée à tous. Et puis, à bientôt pour d'autres sujets. Et puis, peut-être à bientôt avec Juliette sur aussi un autre sujet, si jamais, voilà, on voit qu'il y a des sujets qui vous parlent et qui pourraient être intéressants pour la communauté. À Merci. bientôt. À Salut. bientôt.